général sur la gestion des biens aériens, d'une manière spécifique, qu'est-ce que l'opinion peut retenir? L'opinion peut retenir qu'il y a des préoccupations fondées quant à la manière dont le gouvernement central s'occupe ou plutôt réalise ses engagements financiers vis-à-vis des provinces. Comme vous le savez, il y a des dispositions constitutionnelles qui prévoient notamment l'obligation de retenir 40% des recettes du pouvoir central au profit des provinces. Mais également, il y a des dispositions qui prévoient la péréquation. Alors la question consistait notamment à constater que ces dispositions constitutionnelles ne sont pas d'application. Et donc, nous avons interpellé les ministres des Finances qui a répondu aux questions de manière plus ou moins satisfaisante. Nous avons noté qu'il y a des questions pour lesquelles nous n'avons pas été satisfaits. Nous avons formulé des recommandations et nous espérons que ces recommandations seront d'application. Le Sénat, qui dispose de toute une commission de suivi et évaluation, pourra certainement faire le point régulièrement avec le ministère des Finances pour s'assurer que toutes ces recommandations sont prises en charge par le gouvernement. Le débat sur l'accord de Washington s'est invité en seconde lecture. Il ne s'est pas invité en seconde lecture. Il devrait avoir lieu nécessairement parce que lorsque l'accord est signé, il doit être ratifié. C'est le travail que nous venons de faire. Nous l'avons ratifié à la satisfaction de tout le monde. Je crois qu'il ne reste plus qu'à l'appliquer en tenant compte de nos recommandations. Bien dit. Merci. Du ministre des Finances avec deux questions orales avec le débat. L'une sur les engagements financiers du gouvernement vis-à-vis des provinces et l'autre sur la gestion des biens réalisés. Avant que je ne puisse faire ma réplique, permettez-moi de vous remercier, chers collègues, pour l'ensemble des questions pertinentes que nombreux d'entre vous ont posées après la première intervention du ministre des Finances. Les préoccupations que vous avez exprimées constituent la preuve de l'intérêt que mes deux questions ont suscité à l'endroit de chacun d'entre vous. Il s'agit en effet, chers collègues, des questions d'une gravité, d'une importance telle qu'elle nous interpelle tous, autour de la problématique de gouvernance financière de l'État, de développement de nos provinces et du droit pour chacune d'entre elles à disposer des moyens dont elle a besoin, non seulement pour fonctionner, mais aussi pour se développer. Aussi, je voudrais préciser que depuis le week-end dernier, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages d'encouragement de plusieurs élus provinciaux, gouverneurs de province, des députés provinciaux, conseillers municipaux et même de simples fonctionnaires de la territoriale, qui manifestent leur satisfaction et surtout leur gratitude à l'endroit du Sénat pour avoir engagé un débat constructif à travers la question sous examen sur la problématique de l'équité dans la répartition des ressources nationales et son impact sur la vie en province et dans l'arrière-pays. Honorables sénateurs, chers collègues, après avoir suivi les réponses du ministre des Finances, je me dois de reconnaître la pertinence des réponses qu'il a apportées à la plupart des questions que nous avons posées. Comme dans son habitude, en effet, Monsieur le ministre des Finances a été percutant dans ses réponses, telles qu'il serait injuste de notre part de ne pas l'en féliciter. En effet, les éléments d'éclairage que les ministres ont apportés à la plupart de nos questions ont été édifiants. J'ai personnellement compris que la fonction des ministres des Finances dans un pays comme le nôtre est une fonction très exigeante, une fonction qui emporte une lourde responsabilité, celle d'être au cœur d'importantes sollicitations financières qu'il est malheureusement difficile d'honorer, compte tenu bien entendu de l'immensité des besoins face aux ressources encore limitées de l'État. J'ai compris que face aux multiples sollicitations et aux moyens très limités, le ministre des Finances n'a pas assez de manœuvres. Il subit et porte tous les coûts pour des dépenses publiques dont l'initiative ne lui revient pas nécessairement. Honorables sénateurs, chers collègues, ceci dit, permettez-moi de constater qu'en dépit de la pertinence des réponses qu'il a apportées,
les ministres des Finances a été moyennement de concertation entre les ministères des Finances, le Sénat, les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales afin d'assurer un suivi régulier et transparent des engagements financiers de l'État envers les provinces. Et enfin, septième recommandation, produire à l'intention du Sénat un calendrier précis et contraignant de régularisation progressive des arriérés dus aux provinces ainsi qu'aux élus provinciaux et locaux, sans oublier bien entendu l'apurement des frais d'installation et les indemnités de sortie des cabinets politiques en province. Avant de terminer mon propos, je voudrais rappeler à l'attention de messieurs les ministres des Finances que les députés provinciaux du Nord et du Sud Kivu, aujourd'hui déplacés de guerre, les uns à Béni et les autres à Ouvira, continuent d'attendre, monsieur le ministre, vous le savez bien, continuent d'attendre les frais d'assistance humanitaire, de sorte les frais d'installation dans les milieux où ils se sont désormais installés, qui leur avaient été promis par le gouvernement vigilant quant au respect des droits constitutionnels et financiers des provinces. À cet effet, il est impérieux et impératif que le gouvernement central prenne des mesures urgentes, concrètes et structurelles afin de restaurer la crédibilité de l'État, l'effectivité de la décentralisation, la justice territoriale et la dignité des institutions provinciales ainsi que de leurs élus. Le développement harmonieux de la République ne saurait être réalisé sans des provinces financièrement viables, institutionnellement respectées et effectivement arbitraires qu'on a observé de temps en temps. De même, les fonds de péréquation consacrés par la Constitution en son article 181 est en réalité, comme vous le savez d'ailleurs, un mécanisme de solidarité nationale destiné à corriger les inégalités entre provinces, notamment en matière d'infrastructure et de développement. L'absence d'alimentation effective de la Caisse nationale de péréquation vide donc cette disposition constitutionnelle de sa substance. Dès lors, que faut-il retenir de la situation actuelle? Faut-il considérer que le gouvernement viole la Constitution? Faut-il se limiter à parler des carences fautives de l'État? Je pense, chers collègues, qu'il faut admettre non seulement une carence fautive de l'État, mais aussi, et plus grave, une certaine inconstitutionnalité par abstention. En effet, l'exécutif national ne peut neutraliser une norme constitutionnelle par simple inertie administrative ou budgétaire. Même si je ne suis pas juriste, il me semble qu'en droit constitutionnel, l'obligation d'appliquer les dispositions constitutionnelles est impérative pour toutes les autorités publiques et pour tous les citoyens. Les défauts de retenue à la source de 40% des recettes à caractère national dues aux provinces, tout comme l'absence de péréquation constitue donc des cas de violation des dispositions constitutionnelles relatives à la décentralisation. La non-observance de ce principe consacre une hypercentralisation financière contraire à l'esprit de la décentralisation. Il s'agit d'une atteinte à la décentralisation. Car lorsque les provinces ne disposent pas des moyens de fonctionnement qu'elles ne peuvent ni financer leurs investissements, ni assumer les obligations en tant qu'entité autonome, la décentralisation devient purement théorique. En réalité, ce qui se fait actuellement, monsieur le ministre, est une recentralisation de fait, contraire à l'architecture constitutionnelle. Bien plus, l'absence de fonctionnement effectif de la caisse de péréquation pénalise particulièrement les provinces les moins riches, accroît les déséquilibres régionaux et alimente les frustrations territoriales. Il s'agit d'une rupture de l'égalité entre provinces qui pourrait à terme fragiliser la cohésion nationale, accentuer les tensions politiques et communautaires. Monsieur le ministre des Finances, il est important aussi de mentionner que du point de vue des finances publiques, la confusion entre trésorerie de l'État central
et ressources provinciales pourraient être assimilées à une faute de gestion. Je comprends parfaitement les contraintes de trésorerie auxquelles le trésor public est exposé et les arbitrages difficiles qu'il vous revient de faire en cette période de guerre où la priorité doit être donnée aux dépenses publiques relatives à la défense nationale, à la défense du territoire national et au rétablissement de la pertinence des réponses qu'il a apportées. Le ministre des Finances a été moins à l'aise, il faut le dire, sur la question relative aux engagements du gouvernement vis-à-vis des provinces que lorsqu'il fallait répondre à la question relative à la gestion des biens à réaliser. Sur ce dernier sujet, en effet, les réponses apportées par les ministres des Finances ont été plus que satisfaisantes. À la lumière de la documentation qu'il a d'ailleurs mis à notre disposition, je suis satisfait de constater que les ministres des Finances disposent déjà d'une stratégie nationale de recouvrement des créances issues de la zérianisation. La seule question qui soulève encore des interrogations est celle relative à la manière dont les recettes issues de la réattribution des biens à réaliser sont comptabilisées, car n'étant nulle part inscrites dans la loi des finances de l'année. Il s'agit d'un manquement en termes de traçabilité, de transparence et de comptabilité publique qu'il faut corriger. Bien plus, l'absence de publicité, jusqu'ici observée dans les procédures de déchéance des acquéreurs défaillants et de réattribution des biens repris, est un autre manquement qu'il faudra aussi corriger. Pour conclure sur les dossiers des biens à réaliser, parce que je préfère vider celui-là et me concentrer sur les dossiers les plus importants, je disais que pour conclure sur ces dossiers, je formule 5 recommandations à l'endroit du gouvernement et du ministre des Finances en particulier, avec qui nous avons d'ailleurs une identité de vue, d'après ce que j'ai compris. Il s'agit donc de 5 recommandations suivantes. Première recommandation, la validation en Conseil des ministres, et ce en toute urgence, de la stratégie nationale de recouvrement des créances issues de la zérianisation. Cette recommandation s'adresse aussi au ministre des Finances, à Madame la Première ministre qui doit donner priorité à cette importante question. Deuxième recommandation, l'audit général du patrimoine national des biens à réaliser en vue de dresser un état des lieux complet de tous ces biens et organiser le recouvrement des droits dus à l'État. Troisième recommandation, l'adjudication publique. Le ministre des Finances l'a lui-même dit. L'adjudication publique pour réattribuer aux acquéreurs qualifiés tous les biens mis en valeur par les acquéreurs défaillants. Quatrième recommandation, la mise en place des mécanismes de comptabilité publique conformes à la LOFIP et de gestion transparente des ressources découlant du processus de réattribution des biens récupérés auprès des acquéreurs défaillants. Cinquième recommandation enfin, la mise en place d'un dispositif de suivi régulier du cahier des charges assigné aux nouveaux acquéreurs afin de garantir la mise en valeur des biens réattribués en conformité avec le plan de développement de chaque entité où se trouve situé chaque bien. Honorable chaque bien. Honorable sénateur, chers collègues, après avoir fini avec la question relative à la gestion des biens à réaliser, permettez-moi de m'appesantir sur la question plus sensible, faut-il le reconnaître, relative aux engagements financiers du gouvernement vis-à-vis des provinces. À ce sujet, il convient de noter d'emblée que dans ses réponses sur cette question, les ministres des Finances est souvent resté sur la défensive, évoquant les échecs des gouvernements antérieurs, comme si ces échecs pouvaient justifier les échecs du gouvernement actuel, considérant la loi des finances, la loi relative aux finances publiques, la LOFIP, comme un texte qui complète la Constitution, ça il l'avait dit dans sa première intervention, alors qu'un texte de loi ne peut se faire en application stricte de la Constitution,
évoquant l'importance des dépenses faites au gouvernement ou faites par le gouvernement central pour les comptes des provinces, comme si ces dernières, les provinces, étaient encore des entités immatures pour compte desquelles il fallait agir. Il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de propos du ministre qui donnaient l'impression que finalement, il était sous la défensive. À ce sujet, il ressort des réponses fournies par le ministre des Finances une reconnaissance implicite de l'incapacité du gouvernement central à satisfaire ses obligations financières envers les provinces, pourtant consacrées par la Constitution et les lois de la République. Cette situation apparaît d'autant plus préoccupante que, dans le même temps, le budget de l'État a connu une croissance considérable, passant approximativement de 4 milliards à près de 16 milliards en moins d'une décennie. Une telle progression budgétaire aurait normalement dû se traduire par une amélioration substantielle du transfert aux provinces, un renforcement des investissements provinciaux, une consolidation de la décentralisation ainsi qu'une amélioration des conditions de fonctionnement des institutions provinciales. Or, force est de constater que les provinces continuent de faire face à une insuffisance chronique de ressources, à une dépendance financière excessive vis-à-vis du pouvoir central, à des difficultés majeures de fonctionnement et à l'incapacité d'honorer régulièrement les obligations élémentaires de l'État, notamment le paiement des émoluments des élus provinciaux et locaux. Face à ce tableau peu révisant, il convient de préciser d'emblée à l'endroit de M. le ministre des Finances que si l'article 175 de la Constitution a consacré une quantité de recettes à caractère national au profit des provinces, cela veut dire, de mon point de vue, tout simplement que ces ressources n'appartiennent pas au pouvoir central, que l'État central n'en est pas propriétaire et qu'il agit seulement comme ordonnateur ou collecteur technique. Les principes de retenue des variables budgétaires ou des mécanismes de compensation des déficits centraux. Ces ressources ne devraient pas non plus être gérées par Kinshasa au profit des provinces, au point de les infantiliser et de les rendre irresponsables face à leur mission constitutionnelle. Sur le plan institutionnel, le non-respect de l'obligation de retenue de 40% des recettes du pouvoir cellier attendu depuis l'année passée puisse se tenir dans les meilleurs délais, de telle sorte que les modalités de mise en œuvre de la caisse de péréquation soient définies. Monsieur le ministre, je me réjouis du calendrier que vous venez vous-même de donner pour l'organisation de cet atelier et l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. J'espère que ce calendrier sera cette fois-ci respecté. Troisième recommandation, assurer une exécution équitable et effective des budgets d'investissement provinciaux en associant pleinement les différentes provinces au choix et à l'exécution des projets d'investissement exécutés par le gouvernement pour leur compte. À ce sujet, même si les projets exécutés au profit de certaines provinces font aujourd'hui l'objet d'arrangements entre les ministères des Finances à travers le SECO et les provinces concernées, il faut désormais faire les choses de manière, je dirais, plus orthodoxe et plus conforme à la logique. Pour améliorer le système actuel, je propose au ministre des Finances de conclure en début, je dis bien en début de chaque exercice budgétaire, et un accord formel avec chaque gouverneur de province en identifiant l'ensemble de projets compatibles avec le plan de développement provincial à prendre en charge par le pouvoir central avec l'appui technique de l'ESECO. De tels accords devront être joints à la loi des finances de l'année afin de leur donner une valeur juridique réelle et sceller un véritable partenariat entre les provinces et le pouvoir central. Quatrième recommandation, engager une réforme structurelle de la gouvernance des finances publiques et de la décentralisation financière afin de garantir une meilleure allocation de ressources nationales au bénéfice de l'ensemble des entités territoriales
en tenant compte des contraintes budgétaires de l'État. C'est une recommandation qui fait déjà partie des engagements que le ministre des Finances vient de prendre devant nous. Cinquième recommandation, veiller au fonctionnement normal des assemblées provinciales et au paiement régulier des émoluments des députés provinciaux ainsi que des élus locaux. À ce sujet, il est impératif pour le gouvernement de respecter le caractère alimentaire, impératif et contraignant de la rémunération en s'assurant chaque mois que la quantité de ressources mises à la disposition de chaque province couvre au minimum la paie des députés provinciaux ainsi que des conseillers municipaux et locaux. Sixième recommandation, instituer un mécanisme permanent de concertation. Voici les résultats. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix, sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote. 76 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de ratification du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique, sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 76 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je signale que ces deux projets de loi seront transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République conformément à l'article 136 de la Constitution pour promulgation. Je rappelle qu'en entame de cette session, nous avions indiqué qu'au cours justement de cette session de mars, nous aurions à examiner ces deux projets de loi de ratification et suivre ces deux accords de haute portée nationale, fruit de la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour ramener définitivement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, j'estime que ce soir, nous faisons œuvre utile. Ça mérite que nous puissions nous encourager nous-mêmes pour le travail fait et avancé, en mentionnant qu'après l'appropriation, la vulgarisation que nous devons faire de ces accords, nous allons bien sûr en assurer le suivi à travers les recommandations qui ont été formulées ici par nos commissions mixtes et qui vont être le fruit de notre travail ardu pour l'accomplissement de ces accords.